une dernière petite rasade de café, voilà, pour débuter cette matinée et cette intervention. On s'assoit là, on est bien en plus. Tenez, prenez le micro. On voit rien. Ils sont pas là. J'espère que les camarades peuvent filmer ceux qui ne sont pas là. Et on a les noms d'ailleurs. Hein. Asseyez-vous, Dominique. Parlez bien près du micro. Avec le monde de la com, j'adore. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. On se retrouve avec plaisir. Tout le monde pense à tout le monde. Je me demande pourquoi il y a autant de haine dans le monde, puisqu'il y a tellement d'amour ici. C'est formidable, quoi. Asseyez-vous. C'est pas un divan, hein, donc on s'assoit. Hein. Comme chez la bourgeoise, on se tient droit. C'est ça. En tout cas, on ne s'allonge pas, c'est pas le psy. Bon, c'est un plaisir de vous avoir. Vous en auriez besoin. Moi, je dis ça. Je sais. Bon, j'ai pas d'intérêt. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. On va avoir des moments riches avec Dominique Volton. Réenchanté. On a mis un trait d'union pour bien insister sur le préfixe ré. Réenchanter les sociétés, affaiblissement, affadissement des projets politiques. On en parlait, on a parlé tout au long de la journée d'hier de ce consensus un peu mou, de cette eau tiède, de ce compromis bancal, de ce en même temps, comme disaient certains. Alors, comment réenchanter les sociétés, j'allais dire même avec un grand S, et puis un petit S, les entreprises aussi, le sens du bien commun, je crois que c'est Thierry Mandon qui en parlait hier, et Stéphane Richard aussi. Vaste sujet. Dominique, on va vous écouter avec beaucoup d'attention, et puis après on échangera avec nos amis. Bon, un mot de présentation. En fait, j'aurais passé ma vie, je suis chercheur CNRS, j'aurais passé ma vie à essayer... Bien près du micro, Dominique, oui. Pour nos amis. C'est pas parce que je travaille sur la communication que je suis bon communicant. Hein, on va tout faire à la fois. Ce qui m'intéresse, c'est la communication. Depuis très longtemps, j'ai écrit un nombre incalculable de livres sur un nombre très important de sujets. Mais ce qui m'intéresse en définitive, c'est l'incommunication. C'est-à-dire, on cherche tous à communiquer, sauf dans les moments de la com comme ça, où apparemment tout va bien, on n'y arrive jamais. Donc ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que tout le monde cherche la communication, pourquoi tout le monde déteste la com, et pourquoi en définitive l'incommunication règne. Ça, c'est le cœur de mes recherches, c'est-à-dire j'arrive enfin à avoir une théorie que je vais pouvoir simplifier en même pas 50 pages, qui sera très simple. En fait, moi, je défends une théorie politique de la communication pour aller vite, c'est-à-dire qui valorise l'homme et les enjeux de pouvoir, contre une théorie de la communication qui défend la technique et l'économie. Je ne dis pas que la technique et l'économie ne sont pas importantes, mais naturellement, ce sont les hommes qui font la paix et la guerre, et qui font la paix et la guerre en ne se comprenant jamais. Donc c'est vrai que c'est la communication qui est au cœur de ma théorie de la communication. D'ailleurs, parenthèse, pour montrer comment l'organisation marche bien ici, on m'a dit d'abord, tu vas faire un topo sur la tyrannie du compromis. J'ai dit banco, très bien. Puis après, on m'a dit pas du tout, on m'a rien dit. J'ai retrouvé sur le programme que je devais parler du réenchantement du monde. Donc le bordel fonctionne partout. Donc je vais parler un peu des deux, parce que les deux m'intéressent, et je vais mettre la question de la communication au milieu. Je précise que, faisant une théorie de la communication, je n'ai aucun mépris à l'égard des communicants, et j'ai même écrit un livre, plusieurs même, dans chacun de mes livres, je défends les métiers de la communication, même s'ils ne sont pas toujours à la hauteur de leur valeur, mais en tout cas, mépriser la com, comme on la méprise souvent, ou la communication, c'est catastrophique, parce que c'est par définition ce que nous cherchons tous à faire. Donc ce qui m'intéresse dans la communication, c'est la recherche de l'autre. Tous, on cherche l'amour. En fait, on cherche le même, quelqu'un qui nous ressemble. On bute sur l'autre, qui ne nous ressemble pas. Donc, on bute sur la communication. Donc, il y a deux solutions. Ou bien on rompt, et c'est vrai pour les relations professionnelles comme pour les relations affectives, ou les relations sociales internationales. Ou bien, pour éviter la rupture, on se met à négocier, ce que nous faisons 95% du temps, dans notre vie privée et publique. Si la négo aboutit, on arrive à faire de la cohabitation. C'est-à-dire, on ne s'aime pas le grand amour, c'est plus l'amour de la fusion du départ, mais enfin, au moins, on ne se tue pas. Ce qui est essentiel, la communication, c'est tout sauf la guerre. C'est pour ça que c'est une très grande valeur de la démocratie. Si la négociation, pour essayer de trouver un terrain de compromis, n'aboutit pas, là, on passe de l'incommunication à la tragédie qui s'appelle la communication, c'est le A privatif, c'est la guerre, la mort, la fin d'un couple, la fin d'une famille, la chute d'une entreprise, de ce qui est vraiment le défi numéro un. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi le pivot de la communication, c'est l'incommunication, et comment est-ce qu'on peut, par la négociation, aboutir à la cohabitation, et quand est-ce qu'on n'y arrive pas. C'est pour ça que je dis que la communication, c'est fondamentalement une valeur politique, puisqu'elle consiste à faire cohabiter des gens qui n'ont rien à dire ensemble, mais qui n'ont qu'une envie, c'est de se mépriser ou de se tuer. Donc, je pense qu'il faut sauver ce concept qui est dévalorisé depuis à peu près 80 ans, un siècle, et qu'on ne peut pas le penser, le concept de communication, sans le concept d'information. Autant d'informations, pour l'instant une bonne cote encore, quoique le règne des fake news va changer quand même tout ça.
Et la communication a une mauvaise opinion, une mauvaise représentation. Et donc je pense qu'il faut sauver les deux. Pourquoi ? Parce que naturellement, il n'y a pas de communication sans information, c'est-à-dire pas de relation sans message. Mais la complexité de la communication vis-à-vis de l'information, c'est que l'information, si je puis dire, elle ne prend son sens que dans la relation. Donc la difficulté, c'est l'autre. Donc l'enjeu de la communication dans le monde entier, que ce soit pour des raisons politiques, religieuses, économiques, c'est l'autre, l'altérité. Et la question de l'altérité, c'est la question de la haine. L'autre, on ne l'aime pas. Et un des enjeux de la mondialisation des réseaux et d'Internet et compagnie, c'est que tant qu'on ne se voyait pas, on se tuait bien sûr d'un village à l'autre. Mais on ne peut pas tuer le gars qui est à 3000 km. L'inconvénient tragique de la mondialisation de l'information et de la communication, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde voit tout et on voit tous les différences des uns avec les autres. En gros, de tout ce qui nous sépare. Et un des enjeux politiques de la mondialisation de l'information et de la communication, c'est comment va-t-on passer à l'insupportabilité de l'altérité, parce qu'on n'a aucune envie de discuter avec un gars du Bangladesh et réciproquement. Je prends le Bangladesh comme ça parce que vous y pensez souvent. Moi aussi d'ailleurs. Et surtout la Nouvelle-Guinée, Papouasie, qui est très intéressant. Vous avez été à Port Moresby, jolie capitale. Très belle capitale, Port Moresby. Quand on est là, c'est sympa. Donc l'altérité, c'est ce qui manifestement ne rapproche pas. Et donc tout l'enjeu politique pour moi de l'incommunication, c'est de gérer la cohabitation, c'est-à-dire de négocier. Et pour moi, le XXe siècle, c'est l'enjeu de l'écologie. Ça va être gagné. Le jour où le capitalisme comprendra qu'il gagnera plus d'argent avec l'écologie qu'il n'en perd, évidemment, le capitalisme deviendra écologique. Donc ce n'est pas une question secondaire, c'est une question fondamentale. Mais disons que c'est plus facile de négocier et de cohabiter avec les animaux et avec la nature, et j'arrive à la question centrale qui m'intéresse, que de cohabiter avec les hommes. Autrement dit, l'écologie, elle traite un problème plus simple que la question de la communication, que la question de la guerre. On peut parler aux chiens, aux animaux, on peut respecter la nature, on peut cohabiter, et ce sera rentable économiquement. Mais une fois que vous avez une société écologique, elle peut être également remplie de haine. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir les écologistes. Entre eux, déjà. Entre eux, c'est que l'amour. C'est comme l'Église, c'est que l'amour. Alors, parenthèse, à mon avant-dernier, j'ai passé 1 an et demi avec le pape François, nous souhaitons-lui un bon rétablissement, comme un personnage invraisemblable. C'est un petit jeune de 84 qui a quelques ennuis de santé, et je lui disais... Vous savez, Saint-Père, moi, je passe 24 heures avec vous au Vatican, ça va, mais quand je passe 2 jours, je redeviens anticlérical à max, et je vais chez les francs-maçons tout de suite, comme au 19e. Oh, dit Dominique, attendez 3 jours. Oui, mais pas plus de 3 jours. Donc, je reviens sur le sujet. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la communication, la haine, la détestation de l'autre, et à quel prix on peut négocier. C'est pour ça que c'est un concept politique, la communication. Et pourquoi est-il plus important, ce concept, que celui d'information ? C'est parce que l'information, c'est le message, la communication, c'est la relation. Voilà. Et tout notre problème à nous dans la vie, c'est qu'on cherche du même et on gère de l'altérité. Et c'est un enjeu philosophique, anthropologique. En fait, moi, je fais une théorie de l'anthropologie politique de la communication. Mais je veux sauver ces deux concepts d'information et de communication parce qu'ils sont essentiels. Et dans le champ scientifique et le mien, ce sont 2 concepts qui n'ont pas bonne cote. Information, oui, parce que vous tombez sur les systèmes numériques, donc ça va encore. Mais si vous parlez de la communication et surtout de la communication humaine, bon, donc vous n'avez qu'à voir les scientifiques, ce ne sont pas des génies de la com en général. Alors, dernière chose avant de commencer, et j'irai vite. Oui, il faut sauver com et communication. Oui, la com est souvent une caricature de la communication, mais c'est très souvent la porte d'entrée de la communication. Parce que, comme je dis souvent, tâcher de réussir une campagne de com, c'est très dur. Donc arrêtez de dévaloriser la com, c'est des cons, etc. C'est très dur de réussir une campagne de com, très très dur. Parce que les gens en face ne sont jamais des idiots, jamais. Et donc par conséquent, le récepteur, et voilà ce que je voulais dire, il est toujours intelligent. Donc faire de la com, c'est comme faire de la communication, c'est essayer de nouer un dialogue, de ne pas se tuer et d'arriver à trouver un rapport de force et une négociation. Donc, et d'ailleurs, je prends l'exemple que je cite tout le temps, je voyais des politiques hier, ils passent leur temps à dire du mal de la com et de la communication, bien sûr, et dès qu'il y a une crise de quoi que ce soit, on dit putain, il faut qu'on fasse une campagne de com. Alors j'ai dit, mais vous me faites chier, pourquoi est-ce qu'il faut faire une campagne de com ? Parce que vous n'arrêtez pas à dire que c'est la pire des choses. Donc, information et communication, et surtout communication, ce sont des mots qui sont détestés, alors qu'ils sont complètement indispensables, non seulement à la vie privée, mais à la vie publique et à la société et à l'Europe et à la guerre. Pour finir d'un mot sur quelque chose sur lequel je vais revenir, nous les Européens, nous avons une raison d'être hyper optimistes et ne pas du tout d'être dans la déprime. Et c'est extraordinaire ce que nous faisons, mais comme toujours, c'est la phrase de Marx, on ne sait pas l'histoire qu'on fait. Nous faisons l'Europe. Nous n'avons rien à nous dire. Nous nous détestons. On ne se comprend pas. On n'a qu'une envie, c'est de montrer la bêtise des autres. Tous les 2 ans, on annonce la mort de l'Europe. La dernière fois sur le Covid, parce que la santé ne faisait pas partie des attributions. On n'a rien à se dire et on continue à construire. Et c'est la première fois dans l'histoire du monde. Là, on est 27, un de ces 4, on sera 30 et 40. Je vous rappelle que le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays.
On n'en parle jamais. Tout le fondement de l'Europe, il est dans le Conseil de l'Europe. Donc on n'a rien à se dire, on se déteste, on continue à avancer en pensant qu'on n'y arrivera pas. Et surtout, tragédie européenne, nous n'avons aucune fierté de ce que nous faisons. Donc pour être plus maso que les Européens, c'est difficile. Aucune décision chez nous n'est prise à moins d'une négo à 27. En face, les Chinois, les Indiens, les Américains, c'est un chef. Nous, pour se mettre d'accord sur quoi que ce soit, on négocie à 27. Donc moi, ma théorie de l'incommunication, c'est-à-dire que l'incommunication, c'est la condition de la communication, elle est centrale parce qu'elle montre concrètement que depuis 60 ans, la partie du monde qui a fait le plus de haine, qui a fait le plus de camps de concentration, qui a fait le plus de saloperies, enfin, on a les records de tout, les Européens, en matière de saloperies. Et ben c'est quand même nous qui, comme depuis 60 ans, continuons d'avancer. Donc ma thèse, elle est optimiste sur la communication. Malgré la saloperie des hommes, on a quand même envie de vivre avec quelqu'un, d'aimer et d'être aimé. Donc on négocie. Donc information et communication, ce sont des grands concepts politiques et démocratiques, parce qu'il ne peut y avoir d'information et de communication que s'il y a la liberté des sujets. Je reviens aux deux sujets que je dois traiter en même pas 10 minutes. Alors, faut pas... Ah bon, d'accord. Alors, la tyrannie du compromis, c'est un très beau mot, c'est une belle idée, mais enfin, il ne faut pas charrier, on n'y est pas encore. Hein. Alors, je précise que moi, je ne parlais que de... Je voyage beaucoup depuis 25 ans, mais je connais à peine les pays développés, alors les autres encore moins. Donc, on parle des pays riches. Alors, il faut dire que le compromis et la négo, c'est un acquis extraordinaire. Il est récent. Parce que pour qu'il y ait un compromis comme une négo, il faut reconnaître l'égalité des partenaires. Or, pendant des siècles et des siècles, il n'y avait pas d'égalité. Donc, c'est une bataille de 3-4 siècles qui fait naître l'individu, la commune, la ville, les rapports sociaux, la lutte des classes, les conflits, la négociation. Enfin, c'est gigantesque, cette histoire de l'émancipation. Donc, le compromis, c'est un des mots qui symbolise le plus l'émancipation politique. Dans une dictature, il n'y a jamais de compromis, il n'y a pas de négo. Hein. On tue. Ah ben ça marche très bien avec Haïti avant-hier. Donc, c'est une conquête. Donc, avant d'en voir les méfaits qu'on devine dans nos pays, il faut quand même souligner que ça suppose la liberté, la légalité, la capacité de se parler, la capacité de se reconnaître, qu'on admette qu'il faille du temps. Donc, par conséquent, le compromis, c'est comme la négociation, c'est comme la communication, c'est comme la diplomatie. La plus grande activité de communication au monde, c'est la diplomatie. C'est pour ça que moi j'admire la diplomatie, parce que naturellement, on sait très bien que si la négo de la diplomatie échoue, là on se tue. Donc les diplomates savent très bien que personne ne dit ce qu'il y a. Autrement dit, je vais y arriver, je dis autrement. Le règne de la diplomatie, c'est la langue de bois. La langue de bois, c'est la condition de la paix. Donc il faut pas trop tirer sur la langue de bois. Vous et moi, on passe notre temps à faire de la langue de bois. Tout le monde ment dans la langue, mais tout le monde sait que tout le monde ment. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des rapports sociaux. Donc, avant de dire oui, hein, alors c'est vrai que là, dans les pays riches développés, on a tendance à faire une tyrannie du compromis. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu un basculement comme ça? C'est parce que qui dit compromis dit un minimum d'égalité des personnages. Mais comme simultanément, nous avons eu la fin des grandes structures sociales, la famille, les classes sociales, les repères, même l'affrontement Est-Ouest, nous sommes dans une société où, pour l'instant, il n'y a pas de grands principes hiérarchiques. Donc cette égalité est devenue l'égalitarisme. Et cette recherche de la liberté individuelle est devenue une espèce de narcissisme individuel. J'ai bien le droit d'eux. D'ailleurs, comme je dis souvent, si tout le monde s'exprime, qui écoute? Et dans notre monde numérisé et effroyable, tout le monde passe son temps à raconter sa solitude et personne n'écoute. Tout le monde s'en fout de l'autre. Ce qu'on veut, c'est raconter sa salade. C'est pour ça que c'est extraordinaire, les sites de rencontres, je suis pour. Parce qu'un site de rencontre, les deux mentent. Les deux mecs, les deux nanas, un mec et une nana. Et quand ils ont enfin rendez-vous au café du commerce, putain... Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ça va très vite dans la tête. Je dis, putain, je me tire ou je me mets à négocier parce que finalement, ça fait 15 jours que j'ai vu personne. Enfin, vous connaissez la solitude. Allez, on va faire un compromis, quoi. Et finalement, on se met à faire un compromis. Et c'est pour ça que j'adore le compromis. Bon, alors pourquoi ça a glissé vers, effectivement, l'égotisme, le narcissisme? Alors moi, je dirais, apparemment, tout va vers le narcissisme. Et c'est vrai qu'il faut condamner cette espèce d'effroyable tendance à penser qu'on ne va pas vieillir, qu'on ne va pas être face au temps et qu'on va pouvoir... Face à la mort. Pardon? Face à la mort aussi. Face à la mort. Mais moi, je préfère le mot solitude que le mot narcissisme. Apparemment, c'est du narcissisme. En réalité, c'est de la peur. Voilà. Et la peur de la mort. Et donc, du coup, la question centrale anthropologiquement de nos sociétés, c'est qu'on est fou de vitesse. C'est-à-dire que les tuyaux qui nous ont tout apporté, en fait, nous ont apporté aussi une mort effrayante qui est la vitesse. Et comme nous ne voulons pas mourir, comme nous ne voulons pas vieillir, comme nous ne voulons pas que le temps s'impose, on est en train de courir comme des fous. Et c'est vrai que le monde des GAFA, c'est un monde plus que de narcissisme, d'égotisme évidemment, mais surtout de solitude. Et comme simultanément les grandes structures
se sont effacées. Les villes-campagnes, c'est pas mort, mais enfin, c'est la ville à 80% dans le monde. Les classes sociales, elles sont pas mortes, mais elles n'ont pas du tout la visibilité, il n'y a plus les modes de vie. Donc cette espèce d'égalitarisme, modèle tertiaire urbain, s'est imposé dans le monde entier, et il ne peut pas y avoir de société s'il n'y a pas une hiérarchie des valeurs et des conflits de valeurs. Or, cette victoire du compromis, elle aboutit finalement à ce que on est tous égaux, j'ai bien le droit d'eux. Donc la somme des devoirs, mais jamais la somme des droits, pardon, mais jamais de devoirs. Et donc je pense, le vide anthropologique qu'on a, c'est que oui, on est tous égaux. Oui, j'ai le droit de regarder dans la chambre à coucher du président de la République, c'est le droit d'information. Non, c'est pas le droit à l'information. On n'a rien à foutre de regarder ce que fait le président. Mais on pense qu'au nom de la démocratie, donc on est dans une démagogie du glissement et de l'égalitarisme. Et du coup, il n'y a plus de hiérarchie. Et dans le glissement, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de tradition. Donc on est dans une hypermodernité. Il n'y a pas de plus con que la modernité. Il n'y a pas plus con que la modernité. C'est aucune valeur. C'est être là. C'est s'agiter en même temps que la consommation. Et on ne peut pas y échapper à la modernité, mais à condition qu'on ne tue pas la tradition. D'ailleurs, dans le livre que j'ai fait avec le pape, j'ai pris une phrase qu'il m'a dit à un moment donné. On parlait des rapports tradition-modernité. Et il m'a dit, vous savez, Dominique, la tradition, c'est un mouvement. Je dis, putain, et je l'ai gardé. J'ai mis en titre d'un chapitre, la tradition, c'est un mouvement. Donc, c'est jamais l'ordre. Tout est toujours mouvement. Mais le mouvement de la tradition est souvent bien plus intéressant que l'immobilité furtive de la modernité. Mais comme c'est par la modernité qu'on s'est émancipé de tous les pouvoirs religieux, pouvoirs politiques, pouvoirs militaires, on a tendance à penser encore que tout ce qui est moderne est émancipatoire. Non. Il est émancipatoire quand vous vous battez contre la tradition. Mais quand la modernité a gagné contre la tradition, c'est la tradition qui devient une ressource. Mais si vous dites que la tradition est une ressource, alors on vous traite de réactionnaire et de conservateur. Alors qu'en fait, il n'y a pas de tradition s'il n'y a pas de modernité en conflit. Mais comme on a une société sur laquelle il n'y a plus de hiérarchie, de différence, je prends un exemple simple. Les intermédiaires, les journalistes, les professeurs, tout ce qui concerne une compétence, ça ne sert plus à rien, entre guillemets, dans un monde moderne. Parce que par les réseaux, vous accédez à tout. Mais quand il faut expliquer que ce n'est pas parce qu'on accède facilement à tout qu'on n'a forcément pas les compétences pour être capable de traiter tout, autrement dit que la question centrale de la culture est bien plus importante que l'information, on n'y croit pas. Et moi, je ne sais pas quoi faire quand je vois 100 fois par jour une question, un adolescent va sur sa bécane. Et c'est vachement bien parce qu'il a ce réflexe d'aller sur le smartphone. Mais ce n'est pas la somme des informations qui fait une connaissance. Ce n'est pas la somme des informations qui fait une connaissance qui sont comment une culture. Il faut des oublis, il faut des erreurs, etc., etc. Donc le temps que nous avons gagné, gigantesque depuis la Deuxième Guerre mondiale, est un temps anthropologique vide. D'où le fait qu'en définitive, les valeurs essentielles de compromis et de négociation, elles aboutissent à apparemment une affirmation du narcissisme que moi je crois plutôt être une quête une angoisse de la solitude, mais en tout cas surtout un aplatissement de l'épaisseur du temps. Et je pense que notre problème à nous, c'est le temps. Les Occidentaux, nous avons conquis le temps, nous avons conquis le monde avec le temps à partir du XVe siècle, en même temps nous en mourrons. Parce que nous avons trop dévalorisé les autres valeurs. D'où l'importance de relancer les valeurs spirituelles, même si on est athée. Naturellement, de défendre la laïcité, qui est probablement une des plus grandes valeurs de l'Europe, même si on n'a pas les mêmes conceptions du rapport à la religion, on est quand même des peuples laïques, ce qui est fondamental au moment où la religion redevient un facteur de haine et de guerre partout dans le monde. Donc on a des atouts énormes, les Européens. Mais à condition de dire oui, il ne peut pas y avoir de modernité sans tradition, on ne peut pas supprimer toutes les hiérarchies, on ne peut pas tyranniser comme ça au nom de la modernité, on ne peut pas dévaloriser la tradition. L'extrême droite et le populisme qui se développent en Europe depuis une trentaine d'années, ça a toujours existé, se développent aussi sur le fait que toutes les valeurs du peuple, de la nation, de l'identité, qui étaient des valeurs autant de gauche que de droite, ont été laissées tomber par la droite, laissées tomber par la gauche, au nom d'une modernité adaptative, et que ces concepts essentiels, identité, tradition, modernité, nation, patrie, tombés dans l'espace sémantique, ont été ramassés, compte tenu du fait que la modernité n'apportait pas beaucoup de progrès eschatologiques, ont été ramassés par les forces extrême droite et populistes, et c'est normal. Ce n'est pas la naissance de l'extrême droite qui est intéressante, ou sa force, c'est de voir pourquoi est-ce que les forces de droite et de gauche classiques ont abandonné à ce point-là des concepts qui appartenaient à tout le monde. Mais c'est pas grave, l'histoire, comme toujours, elle est jamais finie, donc on peut la reprendre. Mais en tout cas, je suis toujours sur ma question de la tyrannie. Si vous n'avez pas, face au compromis, d'autres valeurs qui n'ont rien à voir avec le compromis, alors le compromis devient une tyrannie. Voilà. Et notre difficulté de nos sociétés, c'est qu'elles n'ont pas assez de modèles. On n'existe que dans le conflit, dans le rapport de force, à condition de pouvoir le parler. Et c'est pour ça que ce mot de communication où on s'engueule
Il est essentiel. C'est pour ça que je dis ça ne sert à rien, nos smartphones, là, après lesquels on court tout. Le G12, le 22-12, le 42-12. La question essentielle qu'on a tous, qu'on pose 4-5 fois par jour, c'est la question de notre vie, et ça s'appelle « T'es où ?» C'est tout. On s'en fout d'être avec le mec de Singapour. On n'a rien à lui dire, ce qu'on a. Et réciproquement. Mais par contre, t'es où à ta maîtresse, ton amant, tes gosses, ta vieille mère, hein, c'est la seule question qui nous intéresse. Allô, t'es où? T'es où? Et le Théo, on le lit dans toutes les langues. Et pour moi, le Théo, il renvoie à la force de la communication humaine. On s'en fout de pouvoir tout faire. C'est très bien, and so what? Et donc la tyrannie, elle vient parce que justement, il n'y a pas ces autres valeurs. Donc dans les choses à faire, c'est vrai, il faut remettre du relief. Il faut admettre qu'il y a du pouvoir, qu'il y a des hiérarchies, que la négociation ne veut pas dire d'égalitarisme à tout le monde, que oui, il y a des devoirs, et pas seulement des droits, que de toute façon, le narcissisme individuel ne tombe sur rien que sur la solitude, que bien sûr, il faut refaire des structures, que bien sûr, il faut refaire de la politique, que bien sûr, il faut faire du militantisme, que la consommation n'est pas, etc., etc. Autrement dit, de faire que la modernité reste à sa place et ne soit pas ce qui a pris toute la place. Alors comment on fait pour, moi j'ai bien noté, remettre du relief? Je passe aux deuxième partie de l'exposé. Ouais. Vous avez vu comme c'est bien, on a répété. Ah ben on a répété des... Hein. Ah la com, je vous dis que ça... On est bon. Non mais là vous deviez me regarder comme ça. Oui, mais Dominique. vous avez- Ouais, bah oui, mais... Bon, on la refait. Oui, parce que... On a fait la transition. Ouais. Alors, faut que je retrouve... Alors, la question du réenchantement, faut que je trouve mes notes quand même. Oui, alors... Qu'est-ce que c'est que réenchanter? Alors, mon hypothèse, elle est toute simple. Réenchanter, c'est remettre de l'épaisseur et du conflit. C'est-à-dire, réenchanter, c'est d'abord sortir de la... Qu'est-ce qu'on a vécu de triste pendant 30 à 40 ans? On a vécu le communisme se casse la gueule, le capitalisme triomphe. Ce n'est pas la démocratie qui triomphe, c'est le capitalisme, et avec cette idée que finalement, avec de l'argent et du capitalisme, on va faire du bonheur, et même les Chinois, après le capitalisme, ils vont trouver la démocratie. Donc on réduit la question politique de la démocratie à une question économique, la globalisation. Évidemment, l'erreur tragique, c'est qu'on a globalisé le monde, ça a augmenté la richesse des riches, ça a augmenté la pauvreté des pauvres, ça fait effondrer les classes moyennes, un bordel. Et que la globalisation, c'est-à-dire la tyrannie de l'économie, n'est pas un système de valeurs. Donc si on veut réenchanter le monde, il faut d'abord refoutre l'économie à sa place. En fait, la phrase, elle est simple, il faudrait arrêter que la finance tue l'économie et que l'économie tue la politique. C'est-à-dire sortir de la tyrannie de l'économie et de la finance. L'économie étant déjà seconde par rapport à la finance. Mais ça veut dire reprendre complètement le mouvement inverse de ce qu'on a dit pendant 30 ans. Si vous osiez défendre de l'intérêt général, si vous osiez défendre des rapports sociaux, si vous aviez un autre idéal que la globalisation, vous étiez un vieux con. La globalisation, on l'a vu 2008 comme catastrophe économique et on voit très bien avec l'épidémie, la pandémie, là, que ça ne sert à rien. Donc si on veut réenchanter le monde, il faut déjà remettre l'économie à sa place. Pas l'économie au centre du village, non, l'économie à sa place. Il n'y a pas de valeur. Donc retrouver des valeurs politiques, des valeurs spirituelles et religieuses, même si on est athée. Toute personne qui dit qu'il n'y a aucune question métaphysique, c'est une catastrophe. Ensuite, ça remettre de l'épaisseur, reconnaître l'importance. Moi, je viens de faire un numéro de ma revue, une revue que j'ai créée il y a 30 ans, qui est une très bonne revue de communication. Je vous conseille de l'acheter. Elle s'appelle Hermès, CNRS Édition. C'est bon. Mon dernier numéro, c'est sur l'érudition. L'érudition, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Ça n'a jamais servi à rien, l'érudition. Évidemment, c'est fondamental parce que ça ne sert à rien. Et l'érudition, dans un monde numérique, on dit mais pourquoi s'emmerder avec de l'érudition? Puisque chacun peut accéder à tout. Et ce sont tous ces décalages qu'il faut réintroduire si jamais on veut réintroduire un peu d'intérêt. C'est-à-dire, en gros, réintroduire de l'altérité. Et cette altérité, naturellement, elle est contradictoire. Et c'est pour ça que la modernité, au bout d'un moment, c'est vraiment étroit. Le prix du volume de l'information que nous gérons dans le monde, qui est gigantesque par rapport à il y a 30 ans, c'est non pas plus de diversité, mais plus de standardisation. La mondialisation de l'information, on pensait que plus il y aurait de tuyaux, plus il y aurait de diversité, en fait, plus il y a de standardisation. Donc ça veut dire que comme il n'y a pas de société sans diversité, il va falloir sortir de cet incroyable impérium de l'information, de l'interactivité, retrouver la communication humaine et la communication politique et retrouver la diversité. Mais vous comprenez que vous et moi, on n'aime pas ça, la diversité. C'est emmerdant. Parce que c'est de la négo. C'est pour ça que la négo, au bout d'un moment, elle est un moyen de montrer qu'il faut moins de standardisation. L'école de Francfort, qui est quand même probablement le plus grand mouvement critique intelligent du XXe siècle, dans la première partie de l'école de Francfort, ce sont des philosophes, des juristes, des esthéticiens 1920-1930 en Allemagne, avant qu'ils partent tous aux États-Unis parce qu'ils étaient tous juifs. Et après, il y a une deuxième école. L'école de Francfort, elle a dit un truc fondamental sur le capitalisme. La pauvreté du capitalisme, c'est rationalisation, standardisation.
Et si vous regardez, et quand vous avez même apparemment de la diversité par le système économique ou Amazon et compagnie, c'est toujours de la standardisation. Parce que par définition, c'est la rentabilité. C'est très bien, mais le capitalisme, il faut lui opposer d'autres valeurs. Le problème, c'est comme le capitalisme a gagné et pas la démocratie, il n'y a pas d'autres valeurs. Donc on est dans cette espèce d'assèchement de l'altérité. Donc il faut réintroduire de l'altérité. Si on veut réenchanter, il faut déjà... Donc ça veut dire que ça va compliquer. Mais le monde standardisé, rationalisé qui est le nôtre, il n'est pas mieux. On s'emmerde quand même. Parce que la consommation n'est pas un horizon métaphysique. Et nous n'existons, nous, que dans la métaphysique. C'est-à-dire, qui je suis, où je vais, quand est-ce que je vais mourir, y a-t-il quelque chose avant, quelque chose après? Et si je suis là pour un petit moment, qu'est-ce que je fais? Oui, l'égoïsme, c'est formidable, mais au bout d'un moment, un migrant... La grande tragédie de l'Europe, c'est qu'elle rate la question des migrants. Pourquoi le pape est détesté dans le monde? C'est parce que tous les 2 matins, il dit, mais attendez, le migrant, là, le noyé de la Méditerranée, c'est notre frère. On est tous des enfants de migrants illégaux à 2 générations. Et ce pauvre pape, il n'arrête pas de répéter ça, et il est haï par la Curie, haï par le Vatican, haï par les États-nations, etc., etc. Parce que dire que... Et bien sûr que c'est notre frère, le migrant. Mais tant qu'on ne dira pas, oui, c'est notre frère, ça veut dire qu'on n'aura rien compris. Et qu'on dira, il peut crever. On s'occupe de l'écologie, mais on ne s'occupe pas des... Comme je dis aux écologistes, vous êtes bien mignons, les gars. Mais pourquoi ça ne vous intéresse pas, les migrants de 14 ans qui se noient dans la Méditerranée? Pourquoi vous ne dites rien sur l'homme? Deuxième chose à faire. Oui, l'écologie, c'est une bataille essentielle. C'est la bataille du XXe siècle pour lancer le cri qu'on a entendu. On aura la réponse, plus ou moins. Moi, je pense que la question du XXIe siècle, si on veut réenchanter, c'est d'accepter la question de l'altérité. C'est-à-dire toutes les différences dont j'ai parlé tout à l'heure, toutes les hiérarchies, toutes les incommunications. Autrement dit, si on veut réintroduire du sens, il faut admettre l'incommunication. C'est pour ça que la com, elle a un rôle ambigu. Elle fait trop semblant de croire qu'on peut tout résoudre, on sait. Et en même temps, par sa simple existence, la com ou la communication, elle sait bien qu'il faut négocier. Parenthèse, c'est d'ailleurs pour ça que dans les entreprises, il ne faut jamais que les DIRCOM soient après des DRH. Ce n'est pas le même métier. Un DRH, c'est un flic inévitable. Un DIRCOM, c'est un gars qui essaie de faire cohabiter des logiques contradictoires. Le boulot politique de la communication est bien plus important que le boulot Parce que par définition, le DRH, il va gérer, mais ça s'appelle aussi les licenciements et tout ça, ce qui est inévitable. Tout ce que le DIRCOM, il fait, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait un sens à une organisation? D'autant que le salarié, qui n'a plus beaucoup d'amour pour l'instant pour la boîte, sauf pour la boîte qui monte, comme c'est un salarié qui rentre dans une entreprise tous les jours et que tous les jours il a entendu par Internet les saloperies du monde, les concentrations, les fusions, on ne peut pas lui dire « Ah, c'est formidable, l'entreprise dans laquelle vous êtes, c'est l'avenir ». Tout le monde sait très bien que dans moins de 10 ans, la boîte est coupée en 14 morceaux et qu'il partira avec un petit pactole petit. Donc, par conséquent, il faut le citoyen d'aujourd'hui, le travailleur d'aujourd'hui, le salarié d'aujourd'hui, il est hyper critique. Donc il faut lui donner un autre discours. Et c'est ça que la deuxième vague de direction de la com a développé, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un métier de la communication? C'est un métier qui négocie les rapports de force. Ce n'est pas le pouvoir politique, ce n'est pas le pouvoir financier, ce n'est pas seulement la gestion des hommes, c'est, oui, dans une entreprise, on n'a pas des intérêts communs. Il faut arrêter de se faire bisounours. C'est pas vrai. Il n'y a pas la fraternité, gna gna. Il y en a qui veut baiser les autres, l'autre qui veut résister, le troisième qui ne veut pas être vidé. Enfin, vous connaissez la vie. C'est quand même une guerre, l'entreprise. Et c'est très bien comme ça. Un jeu politique. Un jeu politique. Et c'est là pour faire du fric. C'est pas fait, parenthèse, là aussi, dans l'égalitarisme, je n'ai pas eu le temps de parler beaucoup, c'est vrai qu'à force de demander aux entreprises de prendre des responsabilités sociales, d'être une entité politique, c'est un contresens total. Benoît Serre hier. L'entreprise, c'est fait pour faire du fric. On peut se débrouiller pour que ce soit plus égalitaire, mais c'est pas là pour se transformer en comment ça s'appelle? Oui, en régulation sociale. Bien sûr. Providence. Oui, c'est autre chose. Si on veut faire du militantisme, on va dans une association, dans un parti. Mais vouloir, oui, c'est bien qu'on tienne compte des rapports sociaux, des rapports humains dans l'entreprise, mais à condition qu'on laisse chacun à sa place. En fait, ce que je veux dire sur le réenchantement du monde, c'est qu'il faut rétablir les hiérarchies, il faut rétablir les altérités, il faut accepter que les gens restent à leur place et qu'ils ne croient pas que tout peut être tout. Or, on est dans un monde stupide avec le monde Internet, où on s'imagine que... Il faut aussi admettre que si on veut vraiment quelque chose, il faut être très lent. Or, nous ne supportons pas la lenteur. Et d'ailleurs, si on est fou de nos appareils, c'est parce que aucun d'entre nous ne peut passer un quart d'heure sans regarder ce qu'il y a comme connerie sur son truc. Mais on ne gère pas les États-Unis ni la CIA. Mais tout le monde a l'air important parce qu'il va saisir 14 fois son truc. Et c'est fou. Et le vide existentiel, d'ailleurs, la tragédie, c'est le dimanche après-midi. On compense la vacuité, en fait. Bien sûr. Et le dimanche après-midi, c'est le lieu de lecture le plus extraordinaire. Regardez un dimanche après-midi en ville, après 15 heures, de 15 heures à 18 heures. Solitude maximum.
Chacun se balade dans la rue avec son truc qui ne sonne pas. Parce qu'évidemment, s'il sonnait, il ne le mettrait pas. On attend que ça sonne, mais ça ne sonne pas. Les comptoirs du bistrot, le dimanche à 15h, à 18h, ça va, on bascule à la fin d'après-midi, il va falloir faire quelque chose, le repas et tout le bordel. Mais de 15 à 18, tout a été fait, les courses, il n'y a plus rien à faire. On est face à soi. Et putain, qu'est-ce qu'on fait? On va se balader. Et les familles qui se baladent au Luxembourg, ou au parc, bon, je ne fais pas de dessin. Donc, on ne pourra pas éliminer la question du vide métaphysique. Alors, elle est corrélée à l'histoire du temps que vous évoquiez tout à l'heure, à cette espèce de tyrannie du temps. Je passe mon temps à courir comme un fou, alors que je n'arrête pas de dire qu'il faut qu'on prenne du temps. Oui, il y a un bouquin que j'ai lu qui s'appelle Les hommes lents. Donc, c'est l'éloge de la lenteur, c'est l'éloge de... Oui, on ne va pas faire une campagne de com. C'est ça. Oui. Non, il y a un problème de désintox. À chaque fois que je vois quelqu'un qui pitonne à toute vitesse, comme on dit au Canada, avec ses 2 pouces sur son smartphone. Les petites poussettes, comme disait... Oui, lui, il était démago, le petit camarade. Je le connaissais très bien, le petit camarade Michel, Michel Serres. Parce qu'au lieu de dire aux jeunes, écoutez, arrêtez de faire les cons, il disait, c'est vachement bien, vous êtes le progrès. Non, il n'y a pas de progrès à pitonner comme un fou. Donc, toute personne que je vois qui pitonne avec ses 2 doigts à toute vitesse, je lui dis, toi, la cure de désintoxication, il va falloir au moins 6 mois. On a les noms, là, attention. Mais oui, parce que... Et il faut admettre qu'on perd du temps, on ne supporte pas de le perdre. Comme en plus on ne vieillit pas. En fait, personne d'entre nous n'a plus de 55 ans, 60 maxi. Salut Edgar Morin, 100 ans aujourd'hui. Hein. Absolument. Mais on est tous des petits Edgar Morin. À juste titre, on ne veut pas crever. On ne veut d'autant pas crever, comme on ne traite plus la question de la métaphysique, du coup on est dans un présent indéfini. Il dit je combats la mort en vivant, hein, c'est ça. Mais lui encore, bon. Mais laissons tomber la question de la mort, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on veut réenchanter, il faut introduire, non pas forcément des frontières, quoique. Le monde de la globalisation, c'est un monde sans frontières. La réalité historique du XXIe siècle, c'est qu'il n'y a jamais autant de frontières partout. C'est-à-dire que les hommes ont supprimé les frontières économiques et réintroduit des frontières religieuses, des frontières politiques, etc. Et le seul endroit, comme par hasard, où on essaie de retirer un peu, c'est l'Europe. Et c'est pour ça qu'une bonne partie des forces politiques disent Schengen, ça ne vaut rien. Mais c'est un pari extraordinaire de supprimer les frontières. Alors, il faut les rétablir d'un point de vue symbolique. Il faut également... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut reprendre tous les concepts de la modernité pour faire du réenchantement. Je suis sur la question et les reprendre. Et surtout dire qu'il y a un monde après l'écologie. L'écologie n'est pas l'horizon de nos sociétés. Quand on dit la transition écologique, j'écoute, arrêtez, ce n'est pas un horizon. L'écologie ne dit rien sur les hommes. Rien. Les écologistes sont aussi pourris que les autres hommes. Ça ne me dérange pas. Mais il ne faut pas qu'ils nous fassent croire que si on peut dialoguer avec la nature et dialoguer avec les animaux, on aura des hommes qui sont gentils. Vous pouvez être un salaud parfait et un parfait écologiste. Parce que la problématique de l'écologie, ce n'est pas la problématique de la cohabitation des hommes. Et c'est pour ça que je reviens à la communication. La problématique politique du XXIe siècle, c'est la cohabitation pacifique, c'est-à-dire un autre espace à inventer qui n'est pas la défense des animaux ni la défense de la nature, mais qui est instaurer une forme de cohabitation des hommes entre eux. C'est monstrueusement difficile. D'autant que la visibilité dont j'ai parlé tout à l'heure, elle nous montre au contraire complètement qu'on n'a rien à se dire. Donc, rien n'est perdu. Simplement, il faut laisser l'écologie là où elle est, c'est-à-dire elle a été une porte de sortie par rapport au monde industriel. La pointée des questions centrales qui sont que les animaux sont aussi importants que nous et qu'on ne peut pas bousiller la nature. Mais la question qui vient au XXIe siècle, ce n'est pas la question écologique. C'est la question de la communication et du respect humain. Et ça, c'est une question politique. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut réenchanter le monde. Les gens aiment les valeurs. Je prends un exemple débile. Il y a une abstention très forte aux élections. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, ça serait bien si on mettait un petit boîtier à la maison, il y aurait moins d'abstention. Et les gens voteraient de chez eux. C'est-à-dire que l'acte politique le plus important de voter, il ne faut même plus qu'on se déplace à l'école, où on a été, où on n'a pas été, mais en tout cas c'est toujours intéressant de voir une école, parce que c'est archaïque, c'est moderne, ça rappelle des souvenirs. Le préau. Hein, il n'y a pas plus important qu'une école. C'est comme ses parents. Donc on dit, ah oui, parce que c'est vrai, c'est archaïque l'école. Mais quand on va voter, on voit les gens, ils ont une sale gueule, ils ont vieilli, enfin on ne les connaît pas, on n'a rien à foutre. Enfin, c'est 2 heures que l'on perd pour aller voter. Si on met le petit bouton, le push button à côté du truc sexuel, tiens, ça c'est le vote et ça c'est avec qui je vais baiser la semaine prochaine, comme dirait l'autre, je ne vois pas où est-ce qu'il peut y avoir de la sacralisation du politique. Et tout est comme ça. Il faut que ce soit moderne, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit interactif. Alors je distingue un mot très simple. Tout ce qui est interactivité, c'est les machines entre elles ou c'est le dialogue homme-machine. Tout ce qui est communication, c'est les êtres humains entre eux, c'est la société. L'interactivité, on peut faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ça qui fait la paix sociale. Ce qui fait la paix sociale, c'est la communication, c'est-à-dire le temps de la négociation. C'est pour ça que la première question, le compromis et sa tyrannie, oui, mais and so what?
Donc, un autre exemple, sur la folie moderniste. On s'est tapé le télétravail. Le télétravail, moi, ça fait 30 ans que je suis ces questions-là. Est-ce que oui ou non, on peut travailler à domicile? Toute expérience lente, c'est bien qu'au début, c'est formidable, je ne le dis pas, et puis qu'au bout d'un moment, voir son chien, sa bonne femme, sa maîtresse ou ses gosses à longueur de journée, bah oui, c'est quand même vrai. On préfère... Les grandes aventures sexuelles et affectives et de séduction, elles sont dans les boîtes quand on voyage. Pourquoi est-ce que des groupes comme ça, c'est essentiel? C'est parce qu'au moins on voyage. On se tire pendant 2 jours de chez soi. Mais c'est fondamental. On ne sait pas ce qu'on a raconté, on n'a rien écouté, mais enfin... Bon, bref, je ne développe pas. Ça s'est bien passé, c'est bien ce colloque. Mais oui, c'est des rencontres. Putain, celle-là, je l'aurais bien eu, mais je ne l'ai pas. Etc., etc. Donc, Il y a un déjeuner pour un ça. millième de seconde pour toutes ces occasions ratées. Voilà, je reviens. Bon, Dominique, il va y avoir plein de questions, oui, donc on va pouvoir... Je voudrais la réaction de Jean-Pierre. J'ai un mot à finir. Ouais. Ce temps à retrouver, il faut arriver à admettre que la technique est à la fois ce qui nous a émancipés et libérés depuis, en gros, pour prendre le moteur explosion 1830, mais qu'aujourd'hui, nous sommes tellement englués dans la technique qu'il faut prendre de la distance pour retrouver l'humain et le social. Voilà. Non, rien contre la technique, mais la laisser à sa place. C'est exactement comme l'argent dans le capitalisme. Moi, je m'arrête parce que j'étais trop long. Dominique Volton, passionnant, grâce à Denis Hadjedj et Agency Expert. Alors, je finis encore. L'Europe, de grâce, militez sur l'Europe, engagez-vous, faites que vos gosses, s'occupent de ça, parce que c'est la question politique, c'est la plus grande utopie de l'histoire du monde. Et il n'y a que nous qui la détestons à ce point-là. Et dès qu'on voyage, pour ceux qui voyagent, on dit, mais comment vous faites en Europe? Bon, on ne sait pas, mais on le fait. On a même fait l'euro qui ne devait absolument pas marcher. Oui, il a été inflationniste, l'euro. Oui, alors, quand il y a eu la pandémie, on a dit, qu'est-ce qu'ils foutent, ces Européens? Mais la santé n'était pas. Et là, maintenant, elle y est. L'Europe a sorti 750 millions. 750 milliards qu'on va réussir à répartir. Et le principe numéro 1 de l'Europe, j'arrête. Quand vous rentrez en Europe, le principe numéro 1, c'est la solidarité, c'est-à-dire que les riches donnent du fric aux pauvres. Et ça ne s'est jamais fait à une telle hauteur, à une telle démocratie. Et ça fait 60 ans que ça existe. Dominique Volton, président de l'Europe. Voilà, on peut l'applaudir. Merci Dominique. Jean-Pierre, c'est toi qui es à l'origine de tout ça, en fait. Hein? Oui, non, voilà. Ouais, la seule chose que je voulais dire, d'abord, c'était... Viens, monte sur scène, qu'on te voit à la caméra aussi, que nos amis... C'était d'abord pour féliciter Dominique Volton, parce que, Dominique, je suis, comme vous l'avez dit au départ, le responsable du bordel, là, sur les 2 titres, etc., etc. Donc, je l'assume. Et je voulais dire que ce que je ne regrette pas, c'est de l'avoir fait, parce que, finalement, tel Dieu, vous avez mis de l'ordre dans le chaos. Super. Parce que j'ai écrit beaucoup de livres, mais j'ai fait 4 livres d'entretien qui m'ont marqué parce que c'était des rencontres très fortes. J'ai quand même sauvé Raymond Aron dans la tyrannie contre Sartre, c'était quand même pas rien. Je ne sais pas pourquoi je tombais en amitié avec un fou qui était le cardinal archevêque de Paris juif qui s'appelait Lustiger, un personnage emmerdant comme tout, mais sur un bouquin avec lui, c'était extraordinaire. Je voulais faire Rocard pour le politique, mais Rocard était trop dans les choux, donc finalement on m'a dit fais de l'or. J'ai fait de l'or, qui était le patron de l'Europe à l'époque, le politique. Et là, cette histoire de fou avec le pape il y a 2 ans, c'était inattendu. Mais 4 personnalités comme ça m'a marqué sur le problème du rapport au temps. Voilà. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas ce que j'en ai tiré, mais ça veut dire que se heurter à des personnalités aussi fortes, surtout sur les valeurs philosophiques ou spirituelles, c'est quand même quelque chose. Et un jour, le pape m'a dit en rigolant, il y avait un traducteur qui m'énervait, bon, ben, je dis écoutez, sortez, je veux parler ça avec le pape. Et le pape dit au traducteur, pour vous montrer l'humour du gars, il dit oui, Dominique veut que je le confesse. Et moi, j'ai sauté comme un cabri de laïcard que je suis, et je lui hurle la figure en même temps que je me dis putain, mais qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis mais j'ai aucune envie d'être confessé par vous. Évidemment, il le savait bien. C'était impossible de dialoguer s'il me confessait. Et puis moi, j'avais pas envie. Mais du coup, c'était l'humour pour se décaler. Et je me dis putain, il n'y a pas beaucoup de papes qui disaient des choses comme ça. De toute façon, voilà. François. Yves voulait réagir aussi. Alors, on va vous donner un petit micro pour Yves. Non. Il y a un point fondamental pour moi, dans tout ce que vous avez dit, qui est très riche, ce serait le mot rêve. Le rêve en commun. Et il faut qu'on rêve un petit peu. Et le rêve, qui peut être complètement délirant, doit être immédiatement suivi de la question « pourquoi pas ?» Et non pas « oui, mais comment on va faire ?» On rêve, on a un rêve commun, pourquoi pas? Et que ce soit dans le lancement d'une entreprise, que ce soit dans une nation, que ce soit dans l'Europe. On ne rêve pas assez de l'Europe. Bien sûr, on ne rêve pas assez de l'Europe. On ne rêve pas assez de l'entreprise.
On ne rêve pas assez d'entreprise. Parce que c'est quand même un C'est miracle. le premier point. Deuxième point, parce que si vous reprenez la parole, après ça, je sais que je ne vais plus pouvoir la reprendre. Donc le deuxième point, c'est une symbolique commune. Une symbolique commune. Ce qui manque à l'Europe, c'est du rêve et une symbolique commune. Oui, mais alors... Et la symbolique, je sais pas, la symbolique, l'opposé étymologique de symbolique, c'est diabolique. Symbolique qui rassemble, diabolique qui sépare. Prions symbolique, hein, bien sûr. Mais oui. Alors, regardons sur l'Europe, notamment toutes les conneries qu'on fait. Je crois que Régis Debray a très bien dénoncé les billets de Monopoly qui nous servent de monnaie. Il y a des monuments là-dedans qui sont rien. C'est rien, ça, ils sont que rien. Alors que j'aurais des billets que je sortirais tous les jours avec, pour l'un, une fontaine de Trévis, un Mont-Saint-Michel, une porte de Brandebourg, un Capitole, l'Alhambra, que sais-je, ou la tête de Mozart. Le problème qu'on a, c'est qu'un Mozart, je suis tout à fait d'accord, mais la question que je veux soulever sur l'Europe, c'est comme on est d'accord sur rien, mais qu'on est toujours ensemble, c'est quand même un miracle, d'accord sur rien, mais toujours ensemble, c'est qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire encore parce qu'il n'y aurait jamais de majorité. Autrement dit, le génie de l'Europe, c'est d'avoir commencé par l'économie, parce qu'on peut faire du business sans se comprendre. Et commencer par le charbon et l'acier, souvenez-vous. Bien sûr, absolument. La CK. Il fallait surtout pas commencer comme la phrase apocryphe et stupide. Si on avait commencé par la culture, on se tuait. Donc, il faut y aller step by step. Et c'est vrai que, si je prends l'exemple, qu'est-ce qu'attend l'Europe pour devenir une grande puissance? Elle ne peut pas devenir une grande puissance pour l'instant, parce qu'elle-même, elle a été la grande puissance du monde, elle a massacré le monde. Donc, on va redevenir une grande puissance, c'est évident. Mais on ne peut pas, pour devenir la grande puissance que sera l'Europe, utiliser les mêmes critères de puissance économique et militaire qu'on a dans l'histoire du monde. Voilà. On invente quelque chose, on rate plein d'occasions, mais pour l'instant, on tient. Et les gens qui sont là ne veulent pas partir. Donc, ce que veut dire l'Europe, c'est intéressant à méditer sur l'incommunication. D'ailleurs, les derniers livres que j'ai faits, je l'appelle « Vive l'incommunication », la victoire de l'Europe. L'incommunication, c'est la matrice pour faire l'Europe. Donc moi, je retourne le raisonnement. C'est bien parce qu'on ne se comprend pas qu'on arrive à faire quelque chose. Si vous prenez un couple, ou une entreprise, ou un État-nation, c'est la même chose. On n'a rien à dire sur le fond. On est d'accord sur rien. Et on passe son temps à s'engueuler et ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas projeter sur les structures modernes faut pas projeter sur les structures contemporaines des logiques. Une question complémentaire, monsieur, si vous le permettez. Pardon, oui. Qui sait ici la journée de l'Europe, quand est-ce qu'elle a lieu? Ah, personne. Le 9 mai, il y a la journée de l'Europe. Qui connaît ici la devise de l'Europe? Quand même. Une variété concordatiste, la concorde dans la variété. Quand est-ce que on pourra... Ça viendra, ça c'est pas grave. Il faut, mais il faut peut-être renverser les choses, peut-être en le faisant, ça oui, viendra. Par contre, il y a des choses simples qu'on peut faire. On peut multiplier par 10 le budget des Erasmus. Et pas seulement... On peut chanter l'hymne à la joie, bien sûr, mais c'est déjà bien qu'on ait un hymne commun. Bon, bien sûr, il n'y a pas les paroles communes, mais il y a l'hymne espagnol non plus n'a pas... Yves, on va laisser la place à si tu veux bien... alors, j'ai plus le droit de parler. Non, pas du tout, mais on laisse la parole à tout le monde. Gilles. Non, simplement 4 mots. Merci. On est dans les sions. Communication et action. Est-ce que la communication ne vient pas quelquefois remplacer l'action? Et puis, est-ce que la communication n'est pas parfois de la manipulation? La première question rejoint la seconde. Super question. On pense toujours que la communication manipule l'autre. Non, on pense pas. C'est une question. Oui, non, mais en gros, le discours commun, c'est la communication, c'est de la manip. C'est de la com et c'est de la manip. Alors ça suppose toujours que le récepteur est un con et que l'émetteur est intelligent. Et ce que je dis en permanence, c'est que si on a un modèle politique qui consiste à croire qu'il y a suffisamment d'égalité pour que les individus puissent voter, c'est le suffrage universel, pourquoi ce même individu dont on suppose qu'il est intelligent pour être capable de voter et de fonder la légitimité, pourquoi est-ce qu'on est certain qu'en dehors de la politique, c'est un abruti qu'on manipule? Autrement dit, sur l'idée de la manipulation par la communication, il y a cette espèce de préalable invraisemblable, c'est qu'on suppose que l'autre est idiot. Mais par contre, phrase. Par contre, celui qui dit que les autres sont manipulés, lui, naturellement, il n'est pas manipulé. Donc la posture infernale de celui qui dit il est con, les autres, pas moi, ils sont manipulés par l'information, par la pub, par la com. Évidemment, il pense que les autres sont idiots, mais que lui, il ne l'est pas. Mais personne n'est manipulé. On résiste de mille manières. Et si des fois on est influencé par la pub, par la com, à côté, pourquoi j'ai pris cette responsabilité de président d'un comité d'éthique, ça ne veut rien dire. Mais moi, ce qui me plaît dans la pub, c'est que tout le monde déteste la pub et que personne ne peut s'en passer. Et on est d'une mauvaise foi crevée. Le mec qui s'achète son Alfa Romeo rouge et qui rentre et qui se fait engueuler par sa bobonne, dit « Je me suis fait baiser par les mecs de chez Alfa ». Le mec, depuis l'âge de 12 ans, il veut une Alfa. Et elle revient à un pot de crème qui fait 3 cm, qui coûte 200 €. Mais elle n'achète pas le même pot de crème qui a 25 € au Monoprix. Parce qu'elle dit quand même ça. Évidemment, c'est une vraie crème qui va éviter. Moi aussi, pour les cheveux, c'est pareil. On se ment tous.
Mais on a un bouc émissaire qui s'appelle la pub. On va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, Mercedes Serra sera là. Ça sera intéressant que vous échangiez avec elle. La pub, Par c'est rapport pas à Monsieur le ministre Agile de Robien, ce qu'il disait, la communication et la séquence politique Oui, des présidentielles qui arrivent. Alors, quel rôle pour la com là dans Mais attendez, les idéologies se sont affaissées. Donc on est dans un moment où il y a quelques affrontements idéologiques, mais on est dans une modernité sans... Je ne dis pas que les idéologies c'était formidable, c'était pas formidable du tout, mais au moins ça a structuré la vision du monde. Donc on n'a plus que le contemporain, que le présent comme horizon, à 20-30 ans. Donc du coup, dans la mesure où les rapports sociaux ont perdu leur épaisseur, on communique mieux, mais en même temps, il n'y a pas d'horizon. Donc la com est venue remplacer les idéologies, et ça c'est catastrophique. Et il y a 3 responsables à ça. Premièrement, les communicants qui ont outrepassé leurs compétences. Deuxièmement, les politiques qui n'ont pas le courage, parce qu'ils sont à poil, d'essayer d'inventer une autre politique. Il n'y a pas de plus dur métier que celui d'être politique élu. Moi, je suis un admirateur de la politique et de l'élection. Et la phrase de Mitterrand était juste. Un technocrate, au lieu de faire de la technocratie, il veut faire de la politique, il devrait se faire élire. L'élection, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce qu'une fois que vous êtes élu, vous êtes battu. Donc 3 élections, votre vie est passée, etc. Tandis qu'un techno... Les conseillers orgueil, les politiques paumés et les médias. Les médias, et c'est pour ça que les nouveaux médias, c'est infernal comme logique avec le numérique et avec Internet et compagnie, c'est qu'il n'y a plus... Pour aimer la politique, il faut la respecter. La respecter, c'est admettre qu'un homme politique, ce n'est pas mon égal. C'est mon égal pour l'élection, mais après, l'action politique, ça demande de la difficulté. Et la communication peut être un acteur de l'action, à condition qu'elle reste à sa place. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que... Mais les hasards de la vie faisait que je voyais assez longuement hier, comment il s'appelle, Hollande, et je dis, mais enfin, sur ça et ça et ça, comment tu as pu faire ça? Et l'intelligence d'un homme politique, il disait, oui, j'ai tort. C'est-à-dire que les politiques sont tellement dans une angoisse quotidienne. Mais c'est le même problème pour comment il s'appelle, pour Macron, là. La pression est telle qu'il pense... Un communicant, il dit cette idiotie, tu peux pas... Le président, il ne peut pas ne pas parler en 3 jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les gens en ont marre que le président n'ait rien à dire et s'exprime tous les 3 jours. Donc on est dans une logique de l'urgence qui est complètement déplacée. Donc les communicants ont une responsabilité. Mais les médias aussi, et les politiques aussi. Mais ceux que je chargerai le moins, paradoxalement, c'est plutôt les politiques. Parce que c'est eux qui sont battus et élus. Un communicant, il ne va pas à l'élection. Un média, il ne va pas à l'élection. Il n'y a pas au suffrage. Il n'y a pas de suffrage. Tandis que nous, on vote, on élimine ou pas. Et un politique, franchement... En faire aujourd'hui, vous ne pouvez pas payer un café sans qu'on pense que vous ayez détourné de l'argent, etc., etc. On vote pour Dominique Volton. Merci beaucoup, Dominique. C'était un plaisir. On aurait aimé poursuivre et on va le faire d'ailleurs en aparté à la pause. Merci encore d'avoir été avec nous. Mais il n'y a pas d'autres questions ? Si, mais oui, mais le temps passe. Non, mais alors, oui, peut-être. Oui, on a une question là-bas. Merci à Romain Zerbib de sa patience et à nos invités pour la prochaine table ronde. Mais là, c'est vrai qu'on est bien, on s'installe et on prendra le temps qu'il faut. Merci Frédéric. Merci Monsieur Volton. Vous avez parlé de l'école de Francfort et votre dernier mot, pratiquement, c'était la technique. À la même époque, en Allemagne, on réfléchissait déjà sur la technique. Un siècle après, on a établi que la loi de la technique est ce qui est techniquement possible sera fait. Comment rétablir l'impossible suprématie humaine sur la technique devenue une véritable dictature? Magnifique question. Effectivement, l'homme a été saisi par les tuyaux, par les techniques au sens large. Et la question de la critique de Francfort, et même, on retrouve la même chose. J'en ai pour 2 secondes. Les années 20, c'est une critique terrible de la technique, parce qu'évidemment, il y a la boucherie de 14-18. Et donc, tout le mouvement philosophique, littéraire, artistique va dire à la technique, restez à votre place, ça a été la boucherie. On arrive à la Deuxième Guerre mondiale, qui est aussi une sacrée boucherie. Là aussi, à la sortie, il y a une réflexion critique, esthétique, tout ce qu'on veut sur l'impérium de la... Et depuis maintenant 30 à 50 ans, il n'y a plus. Donc la critique a pris la place de la métaphysique et de l'ontologie et de tout. Et le problème, si on veut sauver la technique, il faut absolument réinvestir sur l'homme, sur les idéologies, sur la politique. Et la technique est une idéologie quand il n'y a pas d'autres idéologies. Et pourquoi je suis fasciné par les... Moi, je travaille sur les techniques de communication depuis 30 ans, 40 ans. C'est parce que justement, elle touche à l'essentiel de la technique de communication. Elle touche à ce qu'il y a de plus humain à la communication et apparemment à ce qui va la faciliter. En fait, la technique de communication, les 3 quarts du temps, elle ne facilite pas. Le TU dont j'ai parlé tout à l'heure, il symbolise. On peut avoir tout ce qu'on veut sur ce putain de smartphone. Avoir les 22... J'espère que vous avez le G12 bientôt. Et moi, je dis je veux les œufs au plat en même temps, parce que c'est quand même intéressant d'avoir les œufs au plat. La touche qui a rattrapé. La touche qui a rattrapé, il ne faut pas l'oublier. Mais on s'en fout. Comme on va mourir, la question c'est t'es où? Et le TU, c'est le retour de l'humanisme.
Et on peut être un humanisme pourri, bien sûr, mais au moins on sait qu'il y a une question d'ontologie et du sens. La technique n'a pas de sens. Et quand on dit le tuyau, c'est pas le problème, c'est ce qu'on va en faire les hommes, non. Parce que l'existence même du tuyau est une représentation du monde. C'est une construction du monde, un tuyau. Quand je dis un tuyau, une technique. Et ça a du bon, et bien sûr. Mais au bout d'un moment, si ça prend toute la place des valeurs, eh ben ça veut dire que c'est... Théo va-t-on dire à Dominique Volton, et il dira « J'étais au colloque DPA de l'IGS ». Merci beaucoup.